Bonjour et bienvenue à la correction de la section 1.12 du livre Physique XXI mécanique par Marc Séguin. Donc je suis à la page 149 du livre et on commence avec le numéro 1. Donc on a une voiture qui roule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc on va commencer par se dessiner ça, juste pour qu'on se représente ce qui se passe. Donc ça veut dire sens contraire, là, elle tourne dans cette direction-là. OK? On a deux petites questions. En A, on demande au moment où elle se déplace vers le nord. Bon, déjà, il faut comprendre que quand la voiture se déplace, elle se déplace toujours perpendiculaire au rayon. OK? Fait que je réalise que mon cercle n'est pas tout à fait circulaire. Enfin, ça, c'est peut-être mieux. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si la voiture est ici, son rayon est horizontal, donc sa vitesse, elle est comme ça, vers le bas. Si la voiture est ici, son rayon est vertical, donc la voiture se déplace comme ça. Si la voiture est ici, elle se déplace comme ceci. Si la voiture est ici, elle se déplace comme ceci. Et ainsi de suite. OK? Et donc, dans la question ici, on s'intéresse au moment où la voiture se déplace vers le nord. Vers le nord, là, c'est la flèche ici, de droite, qui reste. C'est ça, aller vers le nord. Hein? Elle s'en va vers le haut. Donc en A, on demande l'orientation de son accélération centripète. Déjà, il faut comprendre que le mot centripète, ça veut dire pointe vers le centre. C'est littéralement ça que ça veut dire. Donc, ici, mon accélération centripète pointe vers le centre. Donc, étant donné que je suis à droite du cercle, ben, mon accélération centripète va pointer vers la gauche. Vers la gauche, ou une autre façon de le dire, ça serait plutôt vers l'ouest, tout simplement. Et en B, on demande l'accélération tangentielle. Bon, la vitesse vers le nord que j'ai dessinée, c'est la petite flèche qui est là. Et on dit dans l'énoncé que la voiture est en train de freiner. Donc, si la voiture est en train de freiner, ça veut dire que son accélération tangentielle est à contresens de son vecteur vitesse. Donc, si son vecteur vitesse va vers le nord, ça veut dire que son accélération tangentielle est à contresens, donc va vers le sud. Et c'est la réponse au B. 1.12.2. Ici, on va pouvoir pratiquer le vocabulaire. Donc, on nous explique ce qu'est une étoile à neutrons. Et la première question, c'est à l'aide des informations qu'on nous donne, c'est quoi la fréquence? Bon, la fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Ça se donne en hertz, mais des hertz, c'est une unité qui veut dire nombre de tours par seconde. Et c'est donné directement dans l'énoncé. On dit l'astéroïde fait 4 tours par seconde. OK, donc la fréquence, c'est 4. L'unité, c'est des hertz. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. B, on demande la période. Bon. La période, c'est l'inverse mathématique et conceptuel de la fréquence. OK? La fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Donc, l'inverse de ça, ce serait la période qui donne finalement le nombre de secondes pour un tour. Donc, c'est le temps que ça prend pour faire un tour. Donc, on divise 1 par la fréquence, 1 sur 4. Donc, ma période, c'est 0,25 secondes. C'est tout. C'est le rayon de l'orbite. Bon, ben pour faire ça, il faut simplement comprendre que la vitesse, quand tu parcours un cercle, comment tu fais pour calculer ta vitesse? Ben, tu prends la circonférence du cercle, hein, parce que l'objet se déplace sur la circonférence du cercle. Donc, la circonférence divisée par le temps que ça prend pour faire ton cercle, ben, ça te donne la vitesse. Hein. Ça, dans le fond, ça revient à faire une distance divisée par un temps. Donc, ça donne effectivement une vitesse. Donc, si on fait... Là, on a une petite égalité qu'il faut qu'on travaille parce que dans l'énoncé, on nous donne la vitesse. Hein, on dit 22 000 km par seconde. Nous, on veut des mètres par seconde. Donc, le 22 000 km par seconde, il faut faire x 1000 pour avoir des mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse. On cherche le rayon. Ben, il est caché ici, le rayon. Puis, divisé par la période, ben, on vient de le trouver, la période. Voilà. Donc, finalement, mon inconnu, c'est le R là, qui se cache du côté droit. Donc, j'épargne les détails pour l'isolation, mais vous êtes certainement capable d'isoler le rayon R ici. Ça donne 8,754 fois 10 à la 5 mètres. Ensuite, en D, on demande l'accélération centripète. Bon, ben, l'accélération centripète,
elle est donnée par cette équation-ci, module de la vitesse au carré divisé par le rayon. C'est tout. Ça fait partie des équations qu'on a dans notre feuille de formule. Donc, on l'utilise tel quel, puis on n'a pas besoin de la démontrer. Donc, la vitesse, c'est 22 millions qu'on met au carré, divisé par le rayon qu'on vient de trouver, 8,754, 10 à la 5. Là, on fait le calcul et ça donne 5,53 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et voilà. 1.12.4. OK. Ici, c'est une voiture qui se déplace en sens horaire. Essayez de faire un cercle le plus rond possible. Okay. Sens horaire, donc ça veut dire que la voiture se déplace dans cette direction-là. OK? On veut savoir l'orientation de son accélération si en... Là, on est dans l'exercice A, c'est ça. Si elle se trouve à 30 degrés au nord de l'est. 30 degrés au nord de l'est, là, la voiture serait ici. OK? 30 degrés au nord de l'est. Hein? L'est est ici à droite, donc on s'incline de 30 degrés au nord par rapport à l'est. Donc, c'est la position. OK? Si la voiture se déplace avec une vitesse dont le module est constant, comme c'est dit dans l'énoncé, ça veut dire que la grandeur de la vitesse ne change pas. Okay, ma voiture elle se déplace comme ça. Ça, c'est la vitesse. Ça veut dire que la grandeur de la vitesse ne change pas. Si la grandeur de la vitesse ne change pas, ça veut dire obligatoirement que l'accélération tangentielle, c'est égal à 0, hein, parce que la vitesse vaut toujours la même chose. Mais par contre, j'ai une accélération centripète. Aussitôt qu'on est en train de tourner, nous avons une accélération centripète qui pointe toujours vers le centre. Donc, je la dessine ici, ma flèche double, accélération centripète. Okay? Et donc, je vais redessiner ce morceau-là. Là. Tiens, je vais l'encercler en rouge. Là. Ça, là, je vais zoomer ici, OK, pour faciliter le dessin. Là. Donc, on a notre vitesse qui est comme ça. L'accélération centripète est toujours perpendiculaire à la vitesse, parce que ça pointe vers le centre, puis la vitesse est perpendiculaire au rayon, donc on ne s'en sort pas. Mais là, on vient de dire que, si vous regardez mon schéma plus grand, là, j'avais un angle par rapport à l'horizontale de 30 degrés. Donc, quelle est l'inclinaison de mon accélération centripète? Ben, on retrouve l'angle de 30 degrés ici par rapport à l'horizontale. Ça, ce sont deux angles alterne-interne qu'on appelle. Donc, quelle est l'orientation de l'accélération totale? Ben, 30 degrés au sud de l'ouest. Voilà. Et c'est donc la réponse pour, je vais l'écrire correctement, là, vecteur accélération orienté à 30 degrés au sud de l'ouest. C'est ma réponse pour le A. Pour le B maintenant. Là, pour le B, c'est un peu plus compliqué parce qu'il ne nous donne pas la position de la voiture, il nous donne une vitesse orientée à 30 degrés au nord de l'est. OK. On va redessiner un cercle. À peu près. Donc, on veut que le vecteur vitesse soit orienté à 30 degrés au nord de l'est. 30 degrés au nord de l'est, c'est comme ça. 30 degrés au nord de l'est. On veut que sa vitesse soit comme ça. Sachant que la voiture tourne en sens horaire ici, ben là, il faut se poser la question. OK, à quel endroit est-ce que la voiture va avoir cette vitesse-là comme ça? C'est pas ici en haut, parce que la vitesse est vers la droite. C'est pas ici en bas, parce que la vitesse est vers le bas. C'est pas ici, parce que la vitesse est vers la gauche. C'est pas ici, parce que la vitesse est vers le haut. C'est quelque part, là, j'y vois évidemment, là, c'est pas à l'échelle, là, pis tout, mais c'est quelque part ici. Vous voyez que si on la dessine ici, vous voyez, la vitesse ici est à peu près là, dans la même direction que ce que j'ai dessiné à côté. C'est la seule place possible. Okay? Et donc, si j'ai mon rayon ici par rapport au centre, ça veut nécessairement dire que j'ai une accélération centripète qui pointe dans cette direction-là. Je sais que par rapport à l'horizontale, ma vitesse ici a un angle de 30 degrés. Donc, ça veut dire, je vais grossir ça, là. Vous voyez, j'ai un 30 degrés. Ça, c'est ma vitesse par rapport à l'horizontale. Mais étant donné que l'accélération centripète est toujours perpendiculaire à la vitesse, l'angle qui manque ici, c'est un angle de 60 degrés. Okay? Et donc, ma réponse au B, on va l'écrire,
l'accélération pointe à 60 degrés au sud de l'est. Voilà. Ce qui nous amène au numéro 5. OK. Donc, là, c'est un mouvement avec une vitesse qui va changer ici. Hein? La balle est propulsée sur une piste circulaire. On nous donne des informations. Ce qu'on nous dit, c'est que initialement, on avait une vitesse. On est au A, là, j'ai oublié, excusez-moi. Donc, initialement, nous avons une vitesse de 2 mètres par seconde. Je cherche l'accélération qui va faire en sorte que la balle va s'arrêter. Hein? Parce qu'on demande par rapport à un axe tangentiel dont le sens positif est orienté dans le sens du mouvement, quelle est son accélération tangentielle? OK. Son accélération tangentielle, on va pouvoir la trouver à l'aide de l'information des vitesses. Au début, on avait 2 mètres par seconde. À la fin, on s'est arrêté hein, après 4 tours. Donc, 4 tours, ça nous donne une information sur la distance parcourue. X0, c'est 0. On peut supposer qu'on partait à la position initiale égale à 0. X final, là, c'est le 4 tours qui a été parcouru. Ben, 4 tours parcourus, c'est comme si on avait fait 4 fois la circonférence de la piste. Circonférence de la piste, c'est 2π fois le rayon R, sachant que la piste a un rayon de 15 cm. On n'oublie pas de le convertir en mètres, là. Donc 0,15 mètres. Donc, on fait le calcul de ça ici, c'est 3,7699. Ça, c'est ma position finale. Et donc, je cherche mon accélération tangentielle qui fait en sorte que les 4 valeurs que j'ai inscrites là vont être vraies. OK? Donc, on regarde nos équations, puis là, on voit que on va obtenir directement la réponse si on utilise la 4e équation du MUA. Voilà. Donc, vitesse finale égale à 0. Initiale, c'est 2. 2 fois l'accélération que je ne connais pas. Puis ça, c'est l'accélération tangentielle seulement. Hein. Ce qui rentre dans les équations du MUA, c'est seulement l'accélération tangentielle. Pas la centripète, pas l'accélération totale non plus. Tangentielle seulement. Donc, position finale, 3,7699 moins 0. Voilà. Donc, on isole l'accélération tangentielle ici. Je vous épargne les détails. Vous êtes capable de venir chercher ça. Ça va vous donner moins 0,5305 mètres par seconde carré. Et c'est la réponse qu'on cherchait au A. B, maintenant, on demande le module de l'accélération totale quand la balle complète son 3e tour. Bon, OK. Il y a des choses qui restent la même. Première chose, la vitesse initiale reste la même, c'est encore 2 mètres par seconde. La position initiale, on commence encore à 0. Là, la position finale, c'est pas la même chose. Parce qu'ici, on demande quand on complète son 3e tour. OK. Mais 3e tour, ça veut dire que la position finale, ça va être 3 fois la circonférence parcourue. Donc, 3 fois 2πr. Voilà. Faites le calcul de ça, ça donne 2,827. Très bien. Et je cherche quoi? Bien, je cherche la vitesse finale. Pourquoi est-ce que je cherche la vitesse finale alors que la question, c'est quelle est l'accélération totale? Bien, c'est parce que je connais l'accélération tangentielle, je viens de la trouver. Hein? Ça, c'est la même. Ça va être constant. Ça va être toujours la même tout au long là, de la balle qui décélère. Donc ça, je le connais. Mais pour trouver l'accélération totale, tiens, je vais l'écrire ici. Là. Pour trouver l'accélération totale, ça me prend l'accélération tangentielle, que je connais déjà, mais ça me prend aussi l'accélération centripète. Et pour trouver l'accélération centripète, ça me prend la vitesse finale. Voilà. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller chercher la vitesse avant de trouver l'accélération centripète et finalement trouver l'accélération totale. Okay. Donc, avec les données que j'ai ici, encore une fois, je peux utiliser la 4e équation du MUA. Ça va me donner ce que je cherche. Vitesse finale carrée égale à vitesse initiale carrée plus 2 fois l'accélération tangentielle seulement. Position finale moins position initiale. Vitesse finale, c'est mon inconnu. Vitesse initiale, c'est 2. 2 fois l'accélération de moins 0,5305. On n'oublie pas le négatif, hein? Très important. Position finale, c'est 2,8
2, 7. Position initiale, c'est 0. Donc, on isole la vitesse, ça donne 1,00 mètres par seconde. Parfait. On prend ça, puis maintenant, je peux venir directement plugger la vitesse dans l'accélération centripète et l'accélération centripète dans mon accélération totale. Donc, accélération tangentielle, c'est moins 0.5305. J'aurais pu enlever le négatif, hein, parce qu'étant donné qu'on l'élève au carré, de toute façon, ça va s'annuler. Plus, l'accélération centripète, c'est V carré sur R. Donc, c'est 1,00 à la 2, divisé par R, le rayon, qui vaut 0.15. Mais attention, l'accélération centripète en elle-même va être élevée au carré. Donc, tout ça, on l'élève au carré. Puis ensuite, on calcule la racine carrée de tout ça. Voilà. Donc, vous mettez ça dans votre calculatrice et vous obtenez le module de l'accélération totale. Ça devrait donner 6,687 mètres par seconde carré. Et c'est la fin du numéro 5. Un petit dernier, 1.12.8. Juste tourner la page. OK, c'est un patineur qui tourne en rond. On va commencer par un cercle. Voilà. OK. Donc, question en A. On cherche la position R du patineur à l'instant où sa vitesse est égale à 3i plus 3j. Bon, ça ressemble un peu au numéro qu'on a fait tantôt. Parce que s'il a une vitesse de 3i, donc ça veut dire 3 vers les x, vers la droite, et ça veut dire 3j veut dire 3 en y vers le haut, parce que c'est positif. Donc ça, c'est mon vecteur vitesse décomposé. Donc ça veut dire que mon vitesse totale, il est comme ça. Mais étant donné que j'ai une vitesse en x de 3 qui est égale à la vitesse en y, qui est 3, ben l'angle θ qui est ici, pas besoin de le calculer, mais certainement on pourrait le calculer. Hein? On ferait tangente de 3 sur 3. Vous trouvez θ, vous allez obtenir 45 degrés. Ben oui, nécessairement. C'est un triangle isocèle. Donc si c'est un triangle isocèle qui est rectangle en plus, ben ça c'est 90 degrés. Donc les deux autres angles, on n'a pas le choix, il faut que ce soit 45 et 45. OK? Donc, sachant ça, ben, un peu comme tantôt, ici aussi, notre patineur tourne en sens horaire. Donc, à quel endroit est-il situé dans le cercle pour avoir la vitesse que j'ai dessinée ici à gauche? Ça va être quelque part ici. Okay. Avec un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Ça, c'est son vecteur vitesse. Donc, quelle est sa position maintenant? Bon, ben, le vecteur position... c'est le vecteur qui part de l'origine et qui pointe jusqu'à la position. Là, ça, c'est le vecteur position. OK? Mais étant donné que mon vecteur vitesse a un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale, ça veut dire que ça ici aussi, c'est 45 degrés. OK? Parce que le vecteur position qui est essentiellement mon rayon ici, là, ce vecteur position-là, toujours perpendiculaire à la vitesse. Donc, il faut que ce soit 45, mon deuxième angle, parce que je veux que 45 plus quelque chose donne 90. Donc, le quelque chose qui manquait, c'était 45. Sachant que ça, c'est 45, ben, on a un angle alterne-interne ici, qui est aussi 45 degrés. OK, très bien. Maintenant que j'ai ça, ça me donne, finalement, je vais redessiner juste à côté ici mon vecteur position. Mon vecteur position, il est comme ça. Okay. Orienté avec un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale, mais je vais le décomposer tout de suite dans ses composantes. Position en X, position en Y, et je sais que j'ai un angle de 45 degrés ici. Alors, sachant que le rayon du cercle qui parcourt, c'est 10 mètres, donc c'est comme si mon hypoténuse, ça valait 10 mètres. Donc, quelle est ma position X et Y? Ben, je dois décomposer mon vecteur R en X et en Y en utilisant la trigonométrie comme on a l'habitude de faire. Donc, X, ce sera moins 10 fois cos de 45. J'ai mis un négatif parce que regardez, le X pointe vers la gauche. C'est dans le sens contraire de l'axe X. J'ai utilisé cos de 45 parce que mon vecteur bleu, c'est le vecteur qui est adjacent à l'angle de 45.
Remarquez bien que cos puis sin de 45, ça donne la même chose. Fait que dans ce cas-ci, on aurait bien pu échanger les deux, ça n'aurait rien changé. Donc, ça donne moins 7,071. En Y, là, ça va être plus 10 parce que le Y pointe vers le haut, dans le même sens que mon axe Y, c'est beau. Là, ça serait sin, mais encore une fois, ça donne la même chose parce que c'est un angle de 45. Ça donne 7,071. OK, très bien. Donc là, de la façon que la question est posée, on demande de déterminer la position R avec une flèche. Donc, ce qu'on est en train de nous demander, c'est d'écrire le vecteur position en notation cartésienne. Donc ça veut dire donner la composante en X suivie du vecteur unitaire I plus composante en Y suivie du vecteur unitaire J. Donc dans ce cas-ci, on prend la position en X moins 7,071 I plus 7,071 J. On met ça en parenthèse, il ne faut pas qu'on oublie l'unité d'une position, donc ça se donne en mètres. Voilà pour le A. Okay. Le B maintenant. Donc, on demande ici la période du mouvement. Très bien. Pour trouver la période du mouvement, il faut que j'utilise la petite relation qu'on a utilisée précédemment, là, qui nous permet de calculer la vitesse. Hein. En fait, tiens, on va partir de la définition de la vitesse, ça va peut-être être plus clair. Définition de la vitesse, quand on parcourt un cercle, comment on fait pour la calculer? Ben, c'est la circonférence, un tour, divisé par le temps que ça prend pour faire un tour. Donc, distance divisée par le temps, ça donne effectivement une vitesse. Là, on a plusieurs inconnus ici. Okay? Donc, commençons par venir trouver la vitesse. La vitesse, on l'a trouvé, on la connaît, hein? Je l'ai dessiné ici en A. Voyez-vous, la vitesse, c'est mon hypoténuse d'un triangle qui a une base de 3 et une hauteur de 3. Donc, quelle est mon hypoténuse? Ma vitesse totale, c'est quoi? Ben, pour le trouver, je fais Pythagore. Hein? Base au carré plus hauteur du triangle au carré, donc c'est 3 à la 2 plus 3 à la 2. Je fais le calcul, donc c'est une vitesse qui a un module de 4,243 mètres par seconde. Très bien. Maintenant que j'ai la vitesse, ben là, je peux revenir ici dans ma petite définition, puis je remplace. 4,243 égale à 2pi fois le rayon de 10 mètres divisé par la période t. Et je cherche la période. Donc, j'isole la période t. Je vous laisse faire ça et vous arrivez à la réponse 14,81 secondes. C. On cherche l'accélération centripète. Ben, l'accélération centripète, là, c'est simplement d'appliquer l'équation. Module de vitesse au carré divisé par le rayon. Module de vitesse au carré, on a la vitesse, là, on vient de la trouver, hein, c'est 4,243 qu'on élève au carré, divisé par le rayon de 10. On fait ce calcul-là, et voilà notre réponse finale, 1,8 mètres par seconde carré.